Aujourd'hui, la vie est belle, il a les cheveux poivre et sel, des tatous, c'est un beau garçon. Non, je ne parle pas de moi, c'est Martin Junot, le chef qui vient prendre des bulles avec moi. Mais peu de bulles, et vous allez comprendre pourquoi. Juste avant, un merci à notre commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, le VPN Surfshark, qui vous protège quand vous naviguez avec téléphone, tablette, ordinateur. Quand vous êtes sur du Wi-Fi public, on va chiffrer vos données, vos informations, ce qui veut dire que personne pour mettre la main sur vos informations. Et si vous voulez voir certains contenus qui sont à l'étranger, bloqués pour des raisons territoriales, souvent le VPN réussit à se faufiler. Si vous optez pour le forfait le plus populaire, 3 mois gratuits, le lien est dans la description. Sinon, allez directement sur surfsharks.deals/bellevue. Et c'est parti, on jase beaucoup de restauration à l'instant. Balado, épisode 72. Martin Junot. 3, 2, Une relation de couple, une relation d'affaires, on n'est pas loin là, d'un mariage. Tu sais, quand tu es en affaires avec quelqu'un, fait que ça s'est fini en divorce. On fait chacun de nos trucs. Au moins, j'ai pas besoin de donner une pension alimentaire. Tu sais, ça, c'est l'avantage. C'est le côté positif. Ouais. Tu vois, la vie est belle. J'ai pas besoin de donner de pension alimentaire à ces gens-là. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle. » Junot, salut. Salut. Ça se parle, t'aimes pas ce long, tu fais la radio pas toi. Faites la bouffe. Ça me déconcentre. Écoute, c'est pas pensé dans quoi en bas. Non. Ben, là, je vois les bulles. J'ai entendu la prémisse, évidemment. Okay. C'est très intéressant. Mais là, il y a une chose que moi, je trouve drôle, c'est faire venir un restaurateur puis parler d'un peu de joie de vivre puis dire que la vie est belle. Après tout ce qu'on a vécu, ça risque d'être un gros défi. Ouais, mais on va finir par la vie est belle. Parfait. Mais tu sais, comme ça le dit en ouverture, malgré les montagnes russes de la vie, puis je pense que, ouais. Dans les dernières années, Caroline de Ben. Pour tout le monde, évidemment. Ouais. Mais là, tu sais, en tant que propriétaire de restaurant, là, c'est sûr que dans les montagnes russes, en ce moment, là j'attends l'élan pour pouvoir remonter, là. Je te sors un verre, mais dès que tu as vu la bouteille, tu as dit, moi, la semaine, je bois pas. Vous êtes beaucoup en restauration, avoir modulé votre consommation d'alcool. Hein? Ben, je pense que chacun a ses projets de vie. Tu sais, avec ma blonde, nous, on a décidé, tu sais, à chaque année de faire au moins 1 mois sans alcool. Même à un moment donné, pour faire des tests sur des tests de santé, j'ai dû arrêter un 2e mois. Puis on dirait que ça me fait du bien, tu sais. Donc, je me rends compte que sinon, j'ai toujours une raison pour boire. Puis ben il faut que je me limite. Puis il y a des cas d'alcoolisme dans ma famille, puis on dirait que je sais où je veux pas aller, fait que je sais de quelle façon il faut que je me contrôle parce que je suis un grand buveur, j'adore le vin. Fait que oui, quand j'ai vu les bulles, je suis comme ils ont l'air bonnes, mais bon. Et puis en plus, c'est quand on passe devant ton restaurant, c'est Pastaga, vin nature. Exact. Puis le mot vin quasiment plus gros que le nom du restaurant. Ouais, tu sais, Pastaga, ça veut dire pastis. En fait, la confusion est installée, tu sais, parce qu'on est près de la petite Italie. Fait que beaucoup de monde pensait que c'était un truc de pâte. Mais non, c'est du slang de vieux français pour dire pastis, le Pastaga. C'est un peu comme 2 identités, deux super-héros, en fait, là, Pastaga et vin nature. Tu peux trouver un peu de tout, là, tu sais, comme l'heure de l'apéro, en fait, c'est ça qu'on voulait au départ. Donner une direction un peu bar à vin au resto. Fait que c'est sûr que quand tu nages là-dedans, la journée est longue. Oui. La modération a bien meilleur goût, c'est ce qu'il dit. Ben, je choisis mes moments, puis ces moments-là, c'est à partir du moment où je travaille pas, là, je suis en mode repos avec ma blonde, on passe rapidement à travers 2 bouteilles de vin, là. C'est ça le danger aussi, c'est la première bouteille, c'est la plus difficile à ouvrir parce que la deuxième, tu sais, jamais vraiment loin. Ça, c'est ça. Ouais. Absolument. Fait ma blonde a embarqué aussi, là, tu sais, fait que du lundi au vendredi. Ben, le vendredi soir, oui, là, mais donc, du lundi au jeudi, on parce que le dimanche soir, c'est encore le week-end. Quand même. Le vendredi soir, c'est le week-end commence. Le dimanche soir, c'est encore le week-end. J'étais curieux de voir, parce que dans le test de personnalité qu'on fait remplir aux gens, il y a un premier piège, des gros guillemets, c'est que les gens peuvent modifier leur titre. Moi, je mets juste invité. Ouais. Tu sais, puis il y a des gens qui changent pas, puis tu vois, il y a des gens qui tiennent plus à leur titre que d'autres. Moi, j'étais curieux si t'étais pour marquer entrepreneur ou chef cuisinier, puis t'as marqué chef cuisinier. Ah, c'est ça que j'ai écrit? Ouais. J'ai changé la réponse? Oui, j'ai changé c'est marqué invité, puis tu l'as changé. Je pensais qu'il fallait le changer. Non, fait qu'on était libre. Ouais, chef cuisinier parce que
dès que je suis médiatiquement exposé, on dirait que les gens m'associent à la cuisine. Mais tu sais, moi, dans ma vie, je sais qu'au quotidien, je suis un entrepreneur, je suis le propriétaire d'un restaurant, donc je suis restaurateur. Je sais que je suis plus dans les cuisines à tous les soirs à flipper des haricots dans le beurre. Tu sais, c'est plus ça mon rôle. Un chef cuisinier, c'est un gars qui va gérer une cuisine. Puis là, moi, mon rôle a explosé. Tu sais, c'est plus tout à fait ça. C'est plus tout à fait ma carrière. Puis ben, tu sais, je suis passé par là. J'ai adoré tout ce que j'ai fait. Mais là, je suis passé un peu à autre chose. Fait que t'as remplacé le chaudron par Excel? Ah oui, mais j'ai bien de la misère avec l'ordinateur. Là. Mais oui, en gros, c'est ça. Peut-être que Attends, Word. tu dis que j'ai de la misère avec l'ordinateur. T'as pourtant étudié en informatique. Ah oui, mais ça, c'était très de base. Là. Ça a duré 1 ou 2 sessions au cégep. Je suis pas allé jusqu'au bout de ça. Là. C'était vraiment un moment où est-ce que je savais pas trop qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés par là. Ouais. Puis ben, c'est un peu l'équivalent d'une année sabbatique. En fait, j'en ai profité pour finir des maths. Une année sabbatique, un cours en informatique. Ben oui, mais non, j'étais pas super bon, pas super motivé. Là. Fait que t'es étudiant en informatique, t'es étudiant en art plastique, puis un moment donné, comme job d'étudiant, tu t'es retrouvé à faire de la plonge. Exact. Je me suis ramassé dans... Ben, en fait, ma mère est infirmière. Okay. Et puis, donc à ce moment-là, quand j'ai décidé d'arrêter l'informatique, puis l'art plastique, c'était un à la suite de l'autre, en fait. Donc, art plastique, ensuite informatique, les deux, j'ai décidé d'arrêter. Ma mère m'a suggéré de venir travailler à l'hôpital. Tu étais comme drop-out? Vraiment, un drop-out. Okay. Ouais, non, mais tu sais, j'ai fini mon secondaire. Je comprends, là, mais... mais tu sais, l'art plastique, j'ai toujours trippé sur... Je faisais de la bande dessinée quand j'étais jeune. Je la faisais un peu pour moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, regarde, je me suis fait vraiment pousser, encourager, du moins, à aller développer ça. Puis finalement, il y avait un gros clash avec la professeure de l'époque. Fait que j'ai fait comme, regarde, c'était au Cégep Sainte-Thérèse, Lionel Groux, là, j'ai dit, regarde, je vais aller ailleurs. J'avais un ami en informatique à Montmorency, puis ben, j'étais allé le rejoindre, puis finalement, j'étais complètement largué, là, c'était pas du tout pour moi, ça non plus. Fait que, ben, l'art, c'est pas que c'était pas pour moi, c'était un clash de personnalité, là, tu sais, puis là, ma mère a dit, ben, viens travailler à l'hôpital. Puis ben, j'ai travaillé en entretien ménager de l'hôpital. Puis c'était un petit hôpital de quartier, l'hôpital Bellechasse, juste Bellechasse et puis Neuf. Puis quand ça a fermé, on m'a offert de me transférer. Puis c'était plus proche d'où on habitait à l'époque, sur la Rive-Nord. On était Saint-Léonard, on a déménagé à Lachenay. Puis donc, à l'hôpital Rivière-des-Prairies, j'ai travaillé à l'entretien ménager, mais surtout à la plonge, donc, de la cuisine. Ça s'appelait les casseroles, là, tu sais, puis tu faisais de la plonge, ultimement, là, tu sais, puis t'étais payé presque 20$ de l'heure. À l'époque. À l'époque, ce qui est énorme. J'ai pas souvent fait ça par la suite, tu sais, dans une cuisine de restaurant, c'est très difficile d'avoir des conditions, des salaires équivalents. Puis c'est en faisant de la plonge dans une cuisine d'hôpital. Ouais. Tu sais, c'est deux affaires qui se peuvent pas, là. Que t'es tombé en amour avec le beat d'une cuisine. Ouais. T'sais, de la plonge des gens partant, c'est pas la job la plus cool en cuisine, en restauration. Non. Puis j'imagine ça, le côté un peu plus industriel, froid, éclairé au néon. Ben, c'était l'hôpital de Rivière-des-Prairies, c'était un hôpital psychiatrique où il y avait vraiment une attention particulière sur l'alimentation des patients, évidemment. Parce donc qu'ils passent leur vie. Oui, exactement. Puis, tu sais, avec plein d'intolérances puis d'allergies. Donc, il y a vraiment un souci de vraiment offrir un produit vraiment intéressant. Bon. Puis, moi, j'avais travaillé aussi, donc je voyais tout le monde dans cet hôpital-là, tu sais, incluant les patients. Il n'y avait personne qui avait l'air de triper sur ce qu'ils faisaient, sauf les cuisiniers, tu sais. Donc, je fais comment, il y a peut-être quelque chose qui se passe là. J'aimais l'ambiance, tout le monde, une grosse gang de gens, d'hommes et de femmes qui avaient du fun à faire ce qu'ils faisaient dans la vie. Je suis comme, je vais aller faire mon cours puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'en faisant mon cours de cuisine, je travaillais les week-ends puis les étés, donc comme cuisinier dans cette cuisine d'hôpital-là. Puis, ben, tu sais, c'est ça. J'ai très bien gagné ma vie à ce moment-là. Tu sais, j'étais un étudiant. Ça a payé les études. Ça a payé les études, mais surtout l'appartement que j'avais, tu sais. Mes amis avaient des job-ins dans des restos, puis, tu sais, moi, j'avais comme le beau gros salaire puis les belles conditions. Puis, ben, c'est ça. J'ai fini mon cours de cuisine, puis à ce moment-là, j'ai stoppé ma carrière, donc, dans une cuisine d'hôpital. Mais rapidement, quand t'es sorti de l'école, t'as parti de ton propre restaurant. T'as pas travaillé longtemps pour les autres. Ah oui, j'ai travaillé longtemps. Oui, OK. Ah oui, quand on te Google, on n'a pas l'impression. Cette partie-là de ta vie, là, c'est comme c'est moins glamour. Là, fait que c'est peut-être moins glamour, mais c'est ça la vérité. Ah oui. C'est que en cuisinier,
pour devenir chef, c'est que ça prend un parcours. Puis, ce parcours-là, il se fait en choisissant les établissements où tu vas aller travailler, puis en te faisant inspirer par les gens qui dirigent ces cuisines-là. Parce que tu vas aller apprendre ça de lui, exact. ça de lui. Mais tu sais, quand tu arrives à une place, tu peux pas vraiment cibler qu'est-ce que tu vas aller chercher de cette personne-là, mais tu te laisses imprégner, puis t'embarques donc dans sa vision, parce que c'est ça, un chef, ça, c'est un pédagogue, mais c'est aussi un démagogue. Donc, tu embarques dans sa vision, puis tu sais, quand ça fonctionne, il y a quelque chose de bien qui peut se passer, puis ça permet la cuisine de voyager, tu sais, parce que ultimement, ce que j'ai besoin de faire, moi, c'est avoir les couteaux, puis d'être capable de couper des ingrédients, de cuire d'autres ingrédients, puis de servir l'assemblage de ces ingrédients-là. Puis donc, je suis allé travailler à Vancouver, je suis allé travailler en France également. Fait que tu sais, j'ai fait plein d'établissements à Montréal, puis tu sais, ça a été plusieurs restaurants qui sont tous fermés maintenant, là, incluant ceux en France puis à Vancouver. C'est un peu la malédiction Martin Junot, là, on dirait. Il n'y a aucun restaurant qui survit à mon passage. Là, ça, c'est une blague. Là. C'est juste le temps fait en sorte qu'il y a un roulement qui se fait. Là, mais j'ai travaillé dans plusieurs établissements, puis à un moment donné, c'est ça. T'es cuisinier. À un moment donné, tout à coup, hop, quelqu'un te donne des tâches, des responsabilités. Tu deviens sous-chef. Dans des grandes cuisines, il y a même chef de partie, donc chef d'une section, chef des entrées ou chef des accompagnements de légumes, tu sais, puis chef, sous-chef, puis chef éventuellement. Fait que, tu sais, moi, j'ai gravi tous ces échelons-là, ça m'a pris du temps. Puis j'ai été d'un bon 2 ans, presque 2 ans et demi sous-chef dans 2 restos différents. Puis, éventuellement, j'ai été approché pour m'occuper d'une cuisine de tout petit resto qui s'appelait La Montée de lait. Rapidement, je suis devenu partenaire là-dedans. On a fait grandir la place et puis c'est devenu une belle aventure qui a duré 7 ans et demi. Puis après ça, il y a eu le Pastaga. C'est fréquent, ça, les chefs qui rentrent dans un restaurant parce que là, soudainement, eux, leur bouffe accroche. Ça monte la clientèle. Fait que là, ça te donne comme un pouvoir de faire comme, coudonc, on va jaser. Là. C'est sûr que tu sais, à ce moment-là, en particulier, les propriétaires, c'était des gens qui étaient en salle. Donc, il avait toujours besoin d'une identité en cuisine. Il l'avait pas trouvé. Il avait trouvé un gars, mais ça avait plus ou moins marché. Un deuxième aussi. Fait que là, rendu au 3e, ils se sont dit, tu sais, si ça marche pas avec lui, on va peut-être faire autre chose. Mais ça a marché. Moi, tu sais, comme, je suis allé là, je me suis ouvert les veines. Puis, tu sais, ces gens-là qui étaient les propriétaires sont devenus mes partenaires. Puis, tu sais, comme une histoire, une relation de couple, une relation d'affaires, on n'est pas loin là, d'un mariage, tu sais, quand tu es en affaire avec quelqu'un. Oui. Fait que ça s'est fini en divorce. On fait chacun de nos trucs. Au moins, j'ai pas besoin de donner une pension alimentaire. Tu sais, ça, c'est l'avantage. C'est le côté positif. Ouais. Tu vois, la vie est belle. J'ai pas besoin de donner de pension alimentaire à ces gens-là. Mais tu sais, on a fait un bout de chemin ensemble. Mais ça m'a aidé, moi, grandement à savoir qu'est-ce que je voulais puis qu'est-ce que je voulais plus aussi dans une relation d'affaires. Puis en même temps, là, eux étaient entrepreneurs avant toi. Fait que si ailleurs, tu as appris le métier de chef, avec eux, tu as probablement appris à rouler un peu une business. C'est la première fois que tu étais dans une business. Oui et non. Okay. En fait, la vérité, c'est que non, c'est juste des gens émotifs qui ont décidé de se partir à un truc. Il y en a beaucoup en restauration. Hein? Tout à fait. Tu sais, la quantité de comédiens qui ont ouvert des restaurants parce qu'ils partent sur une balloune, puis ça va être le fun. Puis tu l'as dit, ils étaient en cuisine. Ils étaient pas en cuisine, ils étaient sur le plancher. On va recevoir les gens, c'est la magie. Ouais. Alors que c'est pas ça, la restauration, c'est de la gestion de perte. Puis, oui? Ma mère, c'est j'aimerais ça. Mon rêve, ça serait d'avoir. Tu sais, je suis comme, arrête là. C'est pas un rêve, c'est un cauchemar. C'est ça la vérité. T'sais. Restaurant puis auberge, c'est 2 affaires que tu veux pas, là. Non, mais pareil. Il y a un côté bucolique, il y a de quoi de tripant. C'est romantique. Mais en même temps, c'est un quotidien de fou, là. Ouais, c'est pas... en ce moment en particulier. Puis on dirait que ça faisait longtemps que je le sentais que ça allait devenir comme ça. C'est-à-dire que la main-d'œuvre était de moins en moins qualifiée. La relève est inexistante ou presque. Fait que, tu sais, les peu qui se démarquent, ultimement, ils se font placer à d'autres endroits, puis ils se font aussi, eux, offrir des trucs qu'ils ne peuvent pas refuser. Fait que, tu sais, on se ramasse avec des gens, malheureusement, qui n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience. Puis, tu sais, ces gens-là, souvent, puis même, je te parle pas juste de mon établissement, là, c'est qu'ils se retrouvent à devoir gérer des postes qu'ils n'ont pas la capacité de faire. Donc, ils n'ont pas les connaissances puis les compétences suffisantes pour être capables de gérer le poste qu'on leur donne, par exemple chef ou chef de cuisine. Puis donc, ça fait, c'est très rapide, ça fait imploser le restaurant, puis malheureusement, ça fait baisser la qualité de plusieurs établissements. Puis rapidement, la personne qui est bonne se retrouve tout seul,
se retrouve mal entouré, puis lui se démotive complètement, finit par changer de branche. Donc, je connais des gens qui sont hyper talentueux, les prochains jeunes chefs stars, tu sais, qui ont jamais éclos finalement parce qu'ils ont choqué, parce que ça devenait trop difficile pour eux. Fait que, tu sais, le milieu est destructeur. Pas juste à cause de tout ce qui entoure. On parlait de l'alcool tantôt, puis toutes les conditions de vie, là. Vraiment, c'est la main-d'œuvre, c'est le principal mal de la restauration. Fait qu'il va falloir que, tu sais, le mot qu'on a tout haï pendant la pandémie, le mot du premier ministre, le réinventer, il va falloir, pareil, réinventer ces business-là pour pouvoir les amener sur un autre modèle. Ça veut dire que le modèle d'hier ne marche plus, là. Ça veut dire que le modèle et les conditions d'hier ne fonctionnent plus, effectivement. Tu sais, un resto, là, c'est simple, c'est une masse salariale qui est gérée. Puis cette masse salariale-là vient des clients. Fait que tu as 100 clients qui dépensent 100 $. C'est simple, on est rendu à 10 000 $. Fait que 10 000 $, c'est ta masse salariale pour cette soirée-là. Pour acheter la nourriture, qui représente 30 % d'une assiette. Quand tu prends une assiette, là, mettons une assiette à 100 $, il y a 30 $ de nourriture. 30 pièces d'épicerie dedans. Ouais, 30 $ de salaire. Puis il y a un autre 30 $ de frais fixes et variables. Donc, les frais fixes, c'est les loyers, le loyer du restaurant. Puis les frais variables, ben ça peut être, je sais pas moi, les assurances qui peuvent augmenter ou descendre. Mais même s'il n'y a pas une grande variation, il y a le gaz, l'électricité, tout ça rentre dans ce troisième 30%. La vaisselle. Ouais. Ça, c'est très variable. Hey, tout coûte en restauration, ouais. Tout coûte cher. Là. Oui. On réalise pas. Là, asseyez-vous quand vous êtes au restaurant, là, puis sortez la calculatrice sur votre téléphone pour le fun, puis regardez juste ce que vous avez sur la table. La chaise. Ouais. C'est cher des chaises de restaurant. Parce que tu peux pas en prendre des cheap parce qu'ils vont te lâcher dans pas grand temps. Puis là, ben, t'es déchiré, t'en prends des cheap, puis t'échanges, ou t'en prends des vrais. Comme disent en anglais, at the end of the day, ça te coûte le même prix pareil. Ouais, parce que tout à fait. Mais oui, effectivement, s'asseoir au restaurant, on pourrait... Tu sais, c'est pas cher manger au restaurant à Montréal. Là. Si tu calcules à l'heure, tu t'installes, tu restes là 2h30, puis ça te coûte 100$. C'est pas cher, tu sais. Quand tu compares dans plein de grandes villes du monde, tu sais, des grandes villes gastronomiques comme Montréal, c'en est une, c'est pas ça que je voulais dire du tout, là, mon erreur. On coupera pas sur le montage. On comprend. Paris, New York, même Toronto, Londres, ça, c'est des grandes villes gastronomiques. Où est-ce qu'il y a une crowd qui va au restaurant tous les soirs, pas juste les vendredis, samedis à 7h30, puis ils sont prêts à dépenser. Puis ils sont prêts à réserver assez d'avance pour aller à telle table. Fait que Montréal, là, genre, on a des croûtes à manger quand même. Là. On est gâtés au niveau resto. Après ça, c'est ça qui va changer, c'est la facture moyenne de chaque client au restaurant, avec l'idée du manque de main-d'œuvre, puis la nécessité de mieux payer notre staff. Ça fait en sorte que la facture de ce client-là va augmenter énormément, mais le client doit collaborer, le client doit se présenter à sa réservation, doit annuler suffisamment d'avance également, parce que, tu sais, des fois, il y a des gens, là, pendant la crise, là, quand on a réouvert, tu sais, évidemment, on n'a pas eu le choix, nous, de se mouler à la demande gouvernementale. Tu sais, toutes les 50%. Voilà. Et ensuite, il y a eu le passeport vaccinal. Mais des gens qui étaient fâchés contre ces mesures-là, ce qu'ils ont eu comme idée de génie, évidemment, c'est de téléphoner dans les restos puis réserver pour 6 personnes. Tu me niaises. Ben, c'est arrivé à... C'était un mouvement qui était... auquel je pense avoir assisté par la bande, parce que, tu sais, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de réservations. Fait qu'on a arrêté de prendre les réservations. Beaucoup de réservations bidons. Puis on a arrêté donc de prendre les réservations. Comme ça, on ne pouvait pas vivre de nos shows. Vivre cette déception-là qui est reliée aux no-shows. Et vous étiez victime de tout ça, vous, là, en premier, parce que vous êtes un pan de l'économie qu'on a fermé en premier. Quasi pas les derniers, presque, c'est les bars là, qui ont ouvert. Les bars, c'est encore pire. Là. Ouais. Mais quand même, tu sais, c'est le gouvernement qui dit « Je ferme ta business ». Ouais. Tu peux juste l'opérer selon tel critère. Puis le mal est sur réouvre. T'as pas demandé d'avoir du 50%, t'as pas demandé d'avoir le... Ben non. Puis tu sais, le gouvernement, moi je trouve qu'on a été vraiment choyé. Il y a eu des super subventions fédérales. Puis le provincial, ben il gérait une crise, tu sais. Puis partout dans le monde, ça a été comme ça. Moi, évidemment, je considère pas que c'est de la faute à qui que ce soit, sauf le virus, tu sais. Puis on a tous vécu ça. Est-ce que ça a été plus dur en restauration? Je sais pas, tu sais. Ce qui était difficile, c'est que déjà, à la base, la marge de profit d'une entreprise en restauration qui fonctionne hyper basse. T'sais. Nous, ça fait 10 ans qu'on est ouvert. Puis les années où on a fait des profits sur les 10 ans, sur 1,5 million de ventes,
ça représentait 1%. Quand on réussissait... OK, parce que ceux qui sont forts en calcul, tantôt, ils disaient 30, 30, 30, il reste 10, ils se mettent 10 dans les Mais poches. c'est pas vrai, c'est ça. Toi, tu as parlé des assiettes des verres qui se brisent, ou tu sais, le serveur qui fait la mauvaise commande, ou le cuisinier qui brûle une batch de braisé ou une crème anglaise. Veut pas, ça, c'est des matières premières très chères qui finissent par Le petit disparaître. digestif, merci, parce que Ouais. les clients sont contents. C'est sûr qu'on essaie de garder ce côté généreux-là. Là. Tu sais, quand quelqu'un vient dépenser beaucoup de sous chez nous, c'est sûr qu'on aime bien les gâter. Ben, tu le prends dans ton profit. Ben, je pense que oui. Ah ouais, tu sais. Ultimement, c'est ça qui se passe. Mais sauf que ça dérange pas parce qu'il faut voir ça comme des relations humaines aussi. Il faut voir ces clients-là qui sont venus, qui vont probablement revenir à cause de ce petit geste-là. Fait que c'est bien plus intéressant pour nous de, oui, tu sais, dropper des petites bulles à la fin. Moi, j'aime bien les bulles à la fin aussi. Là, Ouais, pas c'est juste cool. sur les bulles. Là. Absolument. Mais tu sais, quand on sait qu'ils ont bien dépensé, un petit Dior ou des bulles comme ça, là, c'est super le fun. Donc là, le grand défi des restaurateurs, au moment où on se parle, c'est pas tant d'être capable de faire de la bonne bouffe, parce que de la bonne bouffe, c'est une chose, Ouais. et c'est un grand... Ça, c'était l'ancien grand défi qui est encore là, parce qu'il faut que ta bouffe soit sa coche pour que j'ai envie de la manger, mais on le vit, notre épicerie à nous augmente. Fait que ton oui. épicerie au resto, c'est sûr qu'elle augmente. Tu achètes le Ouais. même bœuf que moi, puis tu achètes le Ouais. même fromage que moi. Même pire, tu achètes du meilleur bœuf que moi, puis tu achètes du meilleur fromage que moi. Ouais. Fait qu'il te coûte encore plus cher. Puis là, ton serveur, ton cuisinier te coûte plus cher. Fait que là, c'est l'administrateur qui devient le vrai artiste, Ouais. quasiment. Peut-être, il y a des ficelles qui se tirent de façon différente. Ça se répercute directement sur la facture moyenne du client. C'est vraiment lui qui va payer en bout de ligne. Puis ben, je pense que Montréal, de toute façon, rattrape un retard sur les grandes villes dont j'ai parlé tantôt. Puis on est en train de se positionner dans un prix qui est quand même encore correct. Là, je pense, tu sais, des dollars canadiens, là, c'est pas si cher que ça. Là. Ouais, je regardais ton menu tantôt, là, c'est pas cher. Là. Nous, on fait des petits plats. Ouais. Tu sais, il y a des portions un peu plus généreuses, mais oui, on essaie de garder des prix honnêtes. Moi, je suis un restaurateur, mais je suis aussi un grand client de restaurant. J'aime ça aller au restaurant, puis j'aime voyager pour aller dans des restaurants ailleurs. Fait que je sais qu'est-ce que ça coûte aller au restaurant dans d'autres villes. Puis ben, j'aimerais ça arriver à Montréal, puis pas être... des fois, je paye 10 $ pour un truc, puis je trouve ça cher. Des fois, je paye 200 $ pour un truc, puis je trouve pas ça cher. Fait que c'est pas juste l'argent qu'on dépense. Des fois, c'est est-ce que ça vaut ce qu'on me fait payer? Ouais. Fait que c'est ça que je me demande, moi, puis je veux que les gens sentent qu'ils en ont pour leur argent puis qu'ils se font pas escroquer à venir manger au Pastaga. Tu sais, sans trop y retourner pareil, là, c'est fou ce qu'on a vécu dans les derniers temps. Quand la pandémie est arrivée, on vous a toutes vus déployer des trésors d'imagination complètement délirants. De loin, j'ai vu ton resto s'est quasiment transformé en genre de petite succursale de SAQ ou presque, avec de la bouffe, des bouteilles Ouais. qui sortaient. Ça l'a ouvert un nouveau marché, ça. Ça l'a fait réaliser aux gens qu'il n'y avait pas juste du vin à la SAQ, qu'il y en a dans tous les restos, puis qui pouvaient pas nécessairement juste être consommés au restaurant. Fait que l'esprit d'un caviste, justement, nous, on est très formaté à la SAQ, on n'a pas le choix puisque c'est la seule façon de se procurer de l'alcool, littéralement. Même si ça passe en épicerie, ça a touché à la SAQ de près ou de loin. Mais l'esprit d'un caviste, c'est de l'importation privée, c'est une exclusivité, c'est un produit qui est un peu plus rare. Puis ben les gens se sont réveillés enfin, puis on fait comme hey, on peut faire ça, puis on va le faire. T'sais. Fait que nous autres, oui, effectivement, on s'est transformé dans l'esprit caviste, avec des plats pour emporter, mais des trucs hyper conviviaux, parce que veut pas, avoir un restaurant, c'est aussi être prisonnier des attentes des clients. Quand on a ouvert le Pastaga, je l'ai dit, on voulait que ça soit l'esprit d'un bar à vin. Puis rapidement, les gens ont fait comment? C'est le nouveau resto de Martin Junot, de la montée de lait. Fait qu'on s'attend à un resto un peu haut de gamme. Fait que là, ils venaient, puis on est déçus du Pastaga parce qu'on s'attendait à autre chose. Mais nous, on voulait volontairement se simplifier la vie. Je me rappelle naïvement, avec Louis-Philippe, mon partenaire, on se disait, ce serait le fun de faire 4 jours semaine, tu sais. Puis on se back. Puis des fois, on est 2 jours, deux fois, on est ensemble, puis on va faire en sorte qu'on maximise notre temps, mais j'aimerais ça pouvoir avoir une qualité de vie, puis on a été pris dans au contraire, on a travaillé encore plus fort, on a bâti notre truc, puis jamais on réussit à se libérer. On est toujours prisonnier de ça, puis donc, l'idée que les gens se faisaient en venant au Pastaga, c'est qu'ils viennent se gâter, puis ils veulent... Alors que moi, ce que je voulais, c'est que le gars, en retournant travailler, ou en revenant du travail plutôt, là, en retournant chez lui, il s'arrête au Pastaga, il se prend un verre, un canon, puis une bouchée s'il le veut, puis il s'en va chez eux après. C'était ça que je voulais au départ.
Puis, à cause des attentes des clients, ben, on a modifié, puis on a travaillé un peu plus nos assiettes, nos plats. Puis, on a répondu à la demande, mais c'est pas ça que j'avais envie de faire à la base. Mais tu l'as fait pendant la pandémie. Parce que moi, j'ai commandé j'ai mangé de la lasagne, exact. Des vols au vent. C'est exactement Il était ça. super bon passant. Donc, c'était cette bouffe-là, là, de la bouffe de on est mardi, je veux manger une bonne lasagne avec un bon petit verre, pas 12, un bon verre. Oui, c'était très bon. C'était très bon. Ce qu'on voulait, c'était dédramatiser le truc, pas essayer de faire revivre l'expérience du restaurant à la maison parce que clairement, on n'était pas capable de contrôler qu'est-ce qui allait se passer entre les deux. Juste de faire en sorte que des Tu peux pas savoir comment moi je vais le réchauffer. Ben non. Je peux te scraper ça solide, là. J'aimerais mieux que ça se passe pas comme ça, mais en tout cas, non, mais ça se peut qu'il ça peut arriver, tu sais. Ben oui. Puis même, on mettait des contenants en plastique des fois, puis les indications, c'est de faire chauffer, puis les gens mettent quand même des trucs en plastique au four sans se poser de questions. C'est indiqué et il faut faire chauffer. Fait que c'est sûr que notre but, c'était de contrôler le plus possible, puis pour ça, il fallait simplifier. Puis en simplifiant, on s'est dit, ben regarde, il n'y a pas juste les parents qui mangent, il y a les enfants, puis on va essayer de faire quelque chose qui est convivial, accessible, simple, mais bon. Qui se réchauffe, c'est ça le défi du take-out en même temps. Oui, qui se réchauffe bien, puis que les gens, en faisant chauffer, même s'ils font quelques erreurs, ben que le résultat soit le plus optimal possible. Puis avec ça, ben ils se prennent une bouteille ou deux ou 20, il n'y a pas de limite, tu sais. Fait que faire en sorte que les gens peuvent s'amuser comme ça à la maison. Puis nous autres, on s'est amusés à faire ça. Veux pas, là, tu sais, oui, ça a été très difficile, mais on a repris le contrôle de notre entreprise. Tu sais, j'ai parlé que les clients avaient dicté une direction différente de ce qu'on voulait faire. Ouais. Après ça, il y a du staff. Puis à ce moment-là, l'équipe qu'on avait en place était d'une très grande proximité. Une proximité, tu sais, émotive. Donc, tout le monde couchait avec tout le monde, là. C'est ça que ça veut dire, là? Je comprends. Puis donc, tout le monde était toujours ensemble. Puis nous, on est comme devenus un peu les extérieurs à ce qui se passait au restaurant. Fait que toute cette espèce de synergie-là qui se passait entre chacun des employés, c'est devenu, eux autres sont crus plus importants que le resto. Puis, à un moment donné, on était comme, comment on va faire pour s'en sortir, tu sais? Ah ben oui. Puis avec la pandémie, on a pu faire un avant et un après, reprendre possession de notre resto. Après ça, évidemment, on s'est ouvert les veines, puis on est allé à la guerre, puis on a fait ce qu'on avait à faire, mais on l'a fait selon nos barèmes. T'en as fait de la sauce à lasagne, là. Ben écoute, c'est Alex, là, un de mes partenaires, tu sais, là, qui est plus au Pastaga, mais c'est lui qui s'occupait de faire la mise en place. Donc, il préparait des grosses batches, mais moi, j'ai peut-être pas fait la grosse sauce à spag, mais j'ai assemblé beaucoup de lasagne, ça c'est clair et net. OK. Parlais du vin. Le vin, là, tu t'as dit les 3 litres, le SAQ, tu sais, au Québec, c'est Ouais. Toi, t'importes du vin. Oui. Fait que le vin qu'on achète, c'est le vin nature, c'est du vin que t'importes. En partie. Au Pastaga, c'est au moins, ça dépend des moments, là, mais autour de 75% de produits qu'on importe nous-mêmes. Mais tu peux pas vendre comme tu veux ton vin. Non. Tu peux pas le vendre. Fait que pendant la pandémie, vous n'avez pas été tout seul à le faire, ça a été brillant. Vous vendiez de la bouffe à 1 pièce pour qu'on achète du vin. Je regarde ça, je fais. Quand je disais que dans la pandémie, il y a eu plein d'imagination. Je fais, ben, Colin, faut vendre du manger. On va le vendre, le manger, Colin. Ouais. On a vendu du manger, mais on a vendu encore plus de breuvages. Ben oui. Puis oui, on importe du vin, mais tu sais, l'importation privée, ça a de privé que le nom, là. On est quand même du cheap labor pour la SAQ, les importateurs, parce que on développe des réseaux, on fait des démarches, puis on entame des relations avec d'autres vignerons. Fait qu'on va chercher, la SAQ, c'est des gros volumes la plupart Attends, du c'est quoi temps. la fin de la phrase? C'est-tu qu'une fois que vous avez développé un marché, ça se peut qu'eux autres fassent c'est donc ben bon, puis ils vont te le rentrer en succursale? Non, mais oui, ça c'est... Mais ça Mais c'était là- pas si facile avant. Puis là, pendant la pandémie, eux aussi ont décidé de faire un avant-après, puis ils ont changé la façon de faire. Donc maintenant, chaque producteur doit mettre un code barre sur sa bouteille, chose qui n'était pas nécessaire avant, pour que effectivement à tout moment, ils puissent se retrouver en succursale sur les tablettes. Ça, c'est le pouvoir que la SAQ s'est donné. Fait que toi, tu vas dans telle région. Mettons en les France. Abruzzes en Italie. tu sais. Ouais, puis là, tu jases avec Pedro, puis tu tripes sur ses affaires. Pedro. Puis là, tu sais, là, tu fais, c'est correct qu'on t'en prend 4, 5, 10 caisses. Puis Ouais. et là, c'est la trouvaille à Martin, t'es Ouais. content. Là, puis là, les gens vont aller chez vous. Ouais. Puis
Puis là, les caisses, il faut savoir, de ce que j'en comprends, c'est qu'à l'époque, j'ai eu un ami qui était biochimiste, travaillait à la SAQ, lui, il inspectait random des bouteilles qui rentraient. Fait que là, toi, tes caisses, ils passent par chez eux. Ouais. Puis là, ça se peut qu'en random, il en check une pour être sûr qu'il n'y a pas d'arsenic dedans, puis ce qui est bien correct, là. Oui. Mais là, eux, ils prennent l'application SAQ avec leur téléphone, puis ils vont scanner le code barre. Ils font comme, intéressant. On va appeler Pedro. Mais je sais pas, tu sais, oui, Non, on je caricature, mais on n'est pas loin. Non, on n'est pas loin, mais tu sais, la SAQ, c'est ça. Donc, profite beaucoup de ça, puisque tout transite vers la SAQ. Donc, l'importateur, lui, va devoir mettre des dépôts pour que le vin traverse l'Atlantique. Ben, la plupart du temps, là, tu sais, il y en a peut-être en Amérique latine, là, évidemment, du vin, mais l'idée, c'est que effectivement, ça se retrouve toujours en entrepôt SAQ. Puis moi, en tant qu'importateur, ben, je passe une commande à la SAQ pour que ça soit livré à tel établissement à tel moment. Fait tu sais, on n'est pas tant privé que ça. Fait qu'on s'annexe à la SAQ, mais la SAQ nous paye rien. Fait que moi, si je fais venir 1000 caisses d'un produit, je fais 0. La seule façon que je peux rentabiliser mon truc, c'est de double facturer, c'est-à-dire que je vais faire soit que je vais charger le vigneron au départ chai, donc à la cave, puis on dit à la SAQ que ça coûte 10 et 25 au lieu de 10 €. Bien là, le 25 centimes va me revenir par une double facturation ou je facture 15% de frais d'agence au client qui achète le vin ici. Mais c'est juste compliqué pour rien. C'est pour le plaisir. Ouais, c'est vraiment pour le plaisir. C'est pour le plaisir de je suis importateur de vin. Ouais, c'est vraiment, la gloire est pas là, le plaisir est là parce que moi, finalement, j'ai l'accès direct à ces producteurs-là. Puis moi, j'achète plein de vins, je mets tout ça sur ma carte de crédit. Puis j'ai, hey, mes amis, j'ai des caisses en ce moment, ça te tente-tu qu'on partage telle ou telle caisse? Puis la plupart du temps, ben, je finis par juste payer ma carte de crédit de cette façon-là. Puis au lieu d'aller à la SAQ, ben, j'ai toutes ces possibilités-là devant moi. Là. Ça fait des beaux voyages. Ben, c'est des voyages d'affaires. Ah oui, non, je comprends, mais c'est le fun. J'ai déjà importé de l'art en Afrique. Ouais. C'était pas des voyages plates. Non. Parce que en même temps, c'est que tu vas à la rencontre de l'artisan, tu vas à la rencontre de l'artiste. Fait que c'est pas d'aller juste en vacances puis marcher dans les rues. C'est aller vraiment à la rencontre de l'autre. Ouais. C'est là où je dis que ça fait des belles vacances, des beaux Mais voyages, parce que c'est fou. Là. Mais moi, je fais perdurer le mythe, là, parce que ma blonde, je dis, ah non, je suis en voyage d'affaires. Tu sais, ouais, mais tu passes la soirée au resto, tu vas dans les salons, puis tu te ramasses chaud tous les soirs. Oui, mais je développe des relations. OK, puis les poignées avec les enfants à Montréal va faire de la radio. Exact. C'est ça. Donc, si tu écoutes ça en ce moment, Valérie, là, c'est très sérieux, nos voyages d'affaires. Ouais. Donc, pourquoi t'es tombé dans le vin nature? Parce que c'est là-dedans, ta niche est là, toi. Ma niche est là. Je tripais pas tant que ça sur le vin avant. C'est moi qui ai le téléphone ouvert, on vient de le fermer, merci. Même moi, j'ai fermé le mien. J'ai pas pris de chance. C'est peut-être ma blonde qui t'a fait, elle a essayé de m'appeler ici, puis là... Comment ça, t'es en voyage d'affaires? C'est ça. Mais qu'est-ce que... Vin nature. Vin nature. Ouais. J'aimais boire, j'aimais l'alcool, mais tu sais, plus bière que vin. Puis je goûtais au vin, je comprenais pas tout à fait le vin. Puis j'ai bu des grandes appellations dans ma vie au début de ma carrière. Puis à un moment donné, un vin nature, c'était trouble, c'était brun, tu sais, c'est pas ce vin blanc ou vin rouge, mais c'était brun, tu sais. Fait que, tac, j'ai bu ça, puis mon corps a réagi, puis là, pourquoi mon corps a réagi? Fait que je me suis mis à poser plein de questions. Puis c'est plus ça, le vin nature, c'est pas une grande expérience de dégustation, parce que un jour, un produit est comme ça, puis le lendemain, il n'y a pas la même stabilité, là. Non, il est très fragile. Ouais. Fait qu'au début de ta bouteille, ça peut quand même changer assez drastiquement entre le début et la fin. Là. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a fait réagir. Ça m'a créé une émotion. Puis, ben, j'ai continué à découvrir ça. Puis, à un moment donné, puis je buvais d'autres affaires à côté, mais à chaque fois, je ne tripais pas sur le produit qui était générique et conventionnel. Mais pour moi, il n'y avait pas d'âme. De l'autre côté, il y avait une énergie, puis il y avait quelque chose qui me nourrissait. Puis, ben, c'est à ce moment-là, j'ai fait comme, regarde, sais-tu quoi? À un moment donné, je vais arrêter de boire ça. Je vais être comme un vegan du vin. Je vais arrêter de boire ça pour exclusivement concentrer ma diète là-dessus. Puis, ben, c'est ça que je fais maintenant. Puis, je suis vraiment content de le faire. Je trouve que ça a un côté punk. Un peu. Effectivement. Non, dans le sens que c'est surprenant. Ouais. Effectivement, c'est un côté inégal, mais c'est pas péjoratif, le inégal du... Mais le punk est très bien choisi, là. Effectivement, c'est des gens qui ont souvent fait... Les vignerons naturels, c'est des gens qui ont souvent tourné le dos à une première carrière qu'ils avaient.
d'architectes à, chauffeurs de train à la SNCF, puis ils ont décidé de faire du vin parce que eux aussi, c'était une rencontre, ou la rencontre d'un produit, ou la rencontre d'un humain, qui a fait en sorte qu'ils voulaient eux aussi se concentrer là-dessus. Fait que moi, je me retrouve beaucoup dans cette vision-là. Je suis parti, j'étais cuisinier, puis là, mon parcours évolue. Il y a comme plein de changements constamment. Puis ben à ce moment-là, de rencontrer ce monde-là, ces vignerons-là, c'est ce que je voulais dire, c'est que pour faire le lien avec les punks, là, c'est des gens qui ont fait juste des gros fuck you à tout ce qui se faisait dans la région où ils étaient, ou dans la région viticole, évidemment, où ils étaient. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'appellation, puis ils n'ont pas le... La plupart du temps, il y en a qui refusent cette appellation-là, par principe, juste pour pas rentrer dans des normes préétablies. C'était pour sortir de ce contexte-là, justement. Oui, ça aurait été en Champagne, mais tu fais pas du Champagne, puis t'es ailleurs, puis t'es ailleurs, puis... Mais tu sais, il y en a du Champagne nature. C'est dur en Champagne de se sortir de l'appellation. Je comprends. Parce que le prix de la terre est tellement élevé que si tu n'as pas le mot Champagne là-dessus, ça va être très difficile à vendre. Mais c'est sûr que moi, il y a certains créments que je trouve infiniment plus stimulants que la plupart des champagnes. Oui, puis qui sont faits des fois à 6 km de la frontière, puis... oui, exact. De la Champagne, puis... Oui, absolument. Ou d'un crément d'Alsace ou un crément de Bourgogne, tu sais, quelque chose qui va être fait comme dans la méthode traditionnelle, comme un champagne, mais avec une personnalité puis une expression qui est complètement différente. Fait quelqu'un qui en a jamais bu, il devrait commencer par quoi pour... Tu sais, faut pas le faire commencer par l'affaire qui va trop le shaker, là. Ben, je pense que c'est vraiment, on commence par un état d'esprit. Fait que... quand mes filles apprennent à parler anglais, par exemple, je leur dis il faut que tu oublies le français pour pouvoir apprendre l'anglais parce que c'est pas les mêmes bases. C'est pas ça, ouais. Même chose avec le vin. Faut que tu te sortes de ce mot-là. C'est drôle qu'on doit justifier avec des mots de plus qu'est un vin nature alors qu'il y a moins de choses dedans. Ça devrait être la base. Avant qu'arrivent tous les produits chimiques et toutes les interventions pour faire du vin conventionnel, il n'y avait que du jus de raisin qui fermentait. Fait que, tu sais, pour moi, il est là, le vrai vin, t'sais. Mais bon, le vin nature, on va l'appeler comme ça, là. Fait qu'il faut juste se retirer de son corps, faire un voyage astral, puis se dire, regarde, j'ai bu ce que certaines personnes appellent du vin, puis là, maintenant, je vais boire ce qu'on appelle du vin nature. C'est pas du tout la même école, c'est pas du tout la même forme de pensée, on n'est pas du tout dans le même univers, on est plus près... Pour moi, on est plus près du kombucha que de ce qu'on pourrait trouver en général à la SAQ. Ouais. Même si la SAQ a fait des efforts extraordinaires, puis il faut les saluer, on trouve toujours quelque chose de bon à boire la SAQ maintenant en 2022. Il y a quand même encore... Puis il faut les comprendre non plus, là. Ils peuvent pas vraiment subvenir à la demande, d'une part, avec des petits producteurs qui, eux, ne peuvent pas répondre à la demande de la SAQ, dire « Peux-tu me faire 1000 caisses? » Non, je fais 1000 bouteilles. C'est pas leur mission. De là, l'idée qu'on rêve d'avoir des cavistes avec des petits inventaires, justement, qui vont rentrer leur stock unique, là. Mais... ils se font tellement demander souvent du vin nature à la SAQ que même ce gros bateau-là, cette grosse machine-là, n'a pas le choix de changer de direction, puis c'est ça qui est beau. Tu vas te rappeler longtemps, je pense, de ton temps des fêtes cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux-tu la négation ou tu veux que je t'en rappelle? Je suis juste un grand blur noir, là. Écoute, le temps des fêtes, c'est le moment de se faire ou de se refaire en restauration. Juste avant Noël, tac! Toute ta gang test positif, ou presque. Toute la gang, sans exception, incluant moi, incluant mon partenaire, incluant nos enfants, nos familles. Mais je pense que c'est ça. C'est payant Noël, là. Les frigos sont pleins, là. Le menu spécial, par voie donc, là. Ouais, on l'a vu venir. On est là-dedans depuis 2 ans. Fait que, sans être capable de vraiment prévoir qu'est-ce qui va se passer, on était toujours un peu sur nos gardes. Parce qu'on s'est fait ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Puis c'est ça le plus difficile, c'est de jamais savoir sur quel pied danser, là. Fait qu'on a décidé de toujours être sur nos gardes, puis d'être prêt à tout. Puis ben, quand il est venu le temps de fermer, on n'avait pas trop commandé. Puis quand il est venu le temps d'ouvrir en take-out, on était déjà prêt avec des boîtes pour le jour de l'an. Puis ben, tu sais, on n'est pas à plaindre. Okay, c'est quasiment l'épicerie tous les jours, là. C'est comme on n'en garde pas trop, puis on va acheter au fur et à mesure, puis les camions de livraison, puis let's go. Ouais. Et quand vous avez rouvert, c'est quoi, c'est la strap de fans sur le toit qui a décidé de péter la journée? Bien renseigné. Effectivement, la journée où le resto a le droit d'ouvrir,
On arrive, puis à un moment donné, là, on sait qu'il y a plein de réservations, tout le monde a hâte, tout le monde est fébrile. Fait que là, il fait donc bien chaud dans la cuisine, tu sais, puis étonnamment, cette cuisine-là, il fait toujours froid. D'habitude, dans une cuisine, on crée toujours de chaleur. Voilà. Mais là, cette journée-là, il fait chaud, tout le monde sue, les odeurs sont plus fortes que d'habitude, puis ben c'est ça, on le sait. À chaque fois que ça arrive, c'est parce que la hotte sur le toit du triplex du voisin, il y a le moteur de la hotte, la strap à lâche, puis ben ça arrive jamais au bon moment. Okay, c'est pas comme changer le filtreur dans notre hotte de cuisine à nous, là. Là, faut que tu montes sur le toit. Ouais. En arrière, fait que là, c'est ça. Il a fallu monter sur le toit. Donc, pour ça, il faut contacter un voisin qui nous laisse aller probablement sur son balcon derrière. Puis, ben, là, après ça, il faut grimper sur le toit de nos voisins, la guilde culinaire. Puis après ça, il faut ouvrir ce gros moteur-là, puis trouver la fan. Puis là, ça rentre jamais du premier coup. Puis c'est un beau défi. Puis c'est ça. Ils apprennent pas ça à l'Institut d'hôtellerie. C'est ça qui est beau, c'est qu'ils t'apprennent rien. T'sais. Si tu l'apprenais ça dès le départ, tu dirais non, je veux pas vivre ça. Tu retournes en informatique. Je retourne en informatique. Ou en art, qui sait. Non, mais la vérité, c'est que ça, c'est que comme un air climatisé va jamais briser l'hiver, c'est quand c'est. Et le chauffage va jamais briser l'été. C'est toujours dans les moments où est-ce que c'est plus exigeant. Ouais. Puis là, ben, la hotte, elle nous a lâché, puis ça arrive une fois par année, puis ben, on sait jamais c'est quand, mais on sait que ça sera jamais un bon temps. Puis ça, quand ça arrive à ce moment-là, Martin Junot, il réagit comment? Ben, Martin Junot, il se met de la peinture de guerre d'en face, il se fait un bandeau, tu sais, genre, je m'en vais à la guerre, là, c'est quand, let's go, on se met les mains dedans, puis c'est ça qui se passe. Quand il arrive un dégât d'eau, ben, c'est Louis puis moi qui se retrouvons là à mopper tout ça. Louis-Philippe, c'est ça, son discours, c'est quand ça va bien, tout le monde est là, mais quand ça va mal, il y a juste toi puis moi. Ah, c'est clair, c'est sûr. Mais toi, t'as pas peur de ça parce que quand je regarde ton profil Nova que t'as fait, t'es un gars qui semble être très axé dans la tâche. Tu vas travailler, là, amenez-en. Ouais. On est capable. Fait que ça, c'est le test Nova. Ça, c'est le résultat. Okay. Ouais. Le test Nova, il divise ta personnalité en 4 couleurs. Ouais. 0 à 100, il n'y a pas de bonne réponse parce que c'est juste des personnalités. Fait que t'as pas une bonne ou une mauvaise personnalité. Et toi, avec je dis toujours en blague, ton ramassis de maladie mentale qui te compose toi, puis l'autre à côté, c'est un autre moton de maladie mentale. Ouais. T'as le rouge et le bleu égal à 71. Okay. Le rouge, c'est la directivité. Fait que toi, là, t'as besoin de défis, t'as besoin d'action, t'es proactif. Quand il y a une situation, tu l'affrontes avec assurance. Tu viens de le dire. Bon, la strap à péter, donnez-moi du maquillage. Amenez-moi mon saut d'armée. On y va. Façon Rambo. Fait que de l'autre côté, le bleu, c'est la conformité. Besoin de normes, de rigueur, structuré, précis, perfectionniste. Fait que Rambo, mais on n'ira pas faire ça n'importe comment. Donnez-moi une manuel d'instruction. Là, on va pas changer ça pour carpette dans 5 minutes. Là. On va la poser comme du monde, la strap. Tu viens d'exposer plein de mes maladies mentales, là, juste en 2 couleurs. Ça te ressemble, c'est ça? Ben, moi, j'ai toujours... à quel point j'ai toujours été travaillant, je sais pas, mais j'ai compris que ce métier-là, il ne se faisait pas en relaxant. Puis le fait qu'on ne sauve pas des vies, là, on n'est pas des médecins, des chirurgiens. On fait du manger. On fait de la bouffe. Mais sauf que si on n'a pas cette rigueur-là de bien le faire, ça sert à rien de le faire. Fait que mon approche, c'est celle-là, c'est d'essayer de toujours être au top. Fait que c'est d'anxiété de performance dans le tapis. Fait que moi, je suis hyper rigoureux envers moi-même. Ça me permet de l'être envers les autres. Tu sais, il n'y a personne qui m'a vu satisfait, là. Jamais. Avec le temps, j'ai réussi à lâcher prise un peu. Puis je fais en sorte que, tu sais, je peux me satisfaire de choses qui ne sont pas, selon moi, parfaites. Mais, tu sais, ça a été long. Là. C'est venu avec beaucoup de cheveux gris. Mais quand je vois ça, je vois vraiment l'image du chef. Tu sais, là, un peu directif, faut que ça se fasse comme du monde. Non, c'était pas comme ça. Fallait la mettre de même. Puis... Ouais. Ben oui, c'est ça en cuisine. C'est toujours d'être capable de faire en sorte que la personne fasse le mieux possible son travail. Maintenant, moi, je peux offrir ma technique, mais si je me rends compte que celle de quelqu'un d'autre, il arrive avec une meilleure technique pour, je sais pas moi, désosser du bison. Bon, ben, crème, il arrive et puis sa technique est meilleure que la mienne. Bon, ben, regarde, je vais essayer de m'adapter à la sienne. Mais c'est bien rare. C'est ça que je disais avec les compétences de la main-d'œuvre qui souvent s'amenuisant. Il y a de moins en moins de gens qui débarquent avec des techniques. Au contraire, ils veulent se faire nourrir. Puis, ben, c'est là, moi, mon plus grand défi, c'est que je suis plus présent au quotidien en cuisine. Fait que comment les garder stimulés? C'est ça. C'est là mon lâcher prise. C'est un autre défi. Ouais.
ton verre est à 50%. Ça, c'est le rythme. Fait que t'aimes... Ça le dit à 50. C'est pas dans le tapis, puis c'est pas super lent. Un rythme calme. Tu préfères un rythme calme. Puis ton jaune est à 39. Fait que l'interaction avec les humains, c'est on va choisir avec qui on va interagir. Tu sais, souvent, parce que les gens qui te voient de loin, tu sais, tatoué, flamboyant, le gars de la TV. T'es un gêné qui va préférer être dans son coin plus que d'être sur le stage en train de... Ouais, ma blonde, elle me connaît. Tu sais, les gens qui me connaissent aussi savent que je suis comme ça. Tu sais, mettons, en cuisine aussi, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais pas renvoyer quelqu'un, crier après quelqu'un, exiger des choses de plus en étant moi-même. Fait que je me suis comme inventé un personnage, ce personnage-là de cuisinier, de chef de cuisine, puis tu sais, je me cache derrière celui-là. Lui, il a super confiance en lui, puis moi, je suis derrière, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas que ces deux Martins-là existent, mais plus que tu me connais, plus que tu t'en rends compte, c'est bon, ben, regarde. On voit. Tu sais. Mais là, on a le vrai Martin. En ce moment, oui, mais ce Martin-là, il a été influencé par son passage dans les médias. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'hyper gêné à la base. Un exposé oral m'empêchait de dormir au Pourquoi tu t'es secondaire. ramassé à la TV? Ben, à un moment donné, on m'a demandé, ça te tente-tu de le faire? Puis quand j'étais allé faire José de Cité Azul, je me souviens, puis genre, j'étais même pas capable de parler, tu sais, puis les gens qui me voyaient étaient comme, ouais, c'était un peu malaisant, tu sais, je suis comme, regarde, c'est peut-être pas pour moi non plus. Puis là, plus que ma carrière avançait, plus que j'avais des demandes. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, regarde, si je ne dis pas oui à ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis si quelqu'un d'autre qui le fait, c'est lui qui va avoir toute cette visibilité-là, puis c'est sa carrière qui va être aidée. Puis là, j'étais comme, moi, j'ai besoin de visibilité. Je comprends que de mon resto va être, plus qu'on parle de mon resto, plus que les gens vont vouloir venir. Fait que moi, ça va m'assurer un minimum une qualité de vie de plus si je réussis à aller chercher ça. Fait que j'ai pris tout ce qui est médiatique, puis je l'ai mis comme dans une deuxième carrière que je me suis dit, je vais essayer de développer ça, tu sais. Comme j'aurais un troisième c'était truc. plus stratégique, Ben oui, sa c'est carrière stratégique. de média qui a dit hey, je vais là pour avoir du fun. Puis, J'ai décidé de travailler là-dessus puis d'essayer de m'améliorer. Comme j'essaie de travailler là-dessus, d'améliorer mon talent au hockey, qui est inexistant. Mais tu sais, je les vois, puis ça viendra pas tout seul. Donc, c'est avec de la pratique qu'on devient meilleur. Puis avec ça, ben, je me suis pratiqué. J'ai voulu m'améliorer. Puis ben là, même si je suis plus en cuisine, je suis plus que jamais identifié à la cuisine à cause des médias, puis à cause que j'ai réussi à me démarquer dans les médias. Mais évidemment, là, je suis ici, puis plus que je faisais des médias, plus que je me suis dégêné. Mais à la base, je reste toujours le même gars, évidemment. Mais là, je suis capable de venir voir. C'est la première fois qu'on se rencontre, puis d'avoir une discussion qui se tient. Jusqu'à quel point ça aide à remplir le restaurant d'être cute? Parce que dès que je parle à mes chums, je dis hey, je reçois mettre à genoux. Ah! Là, tu vois les emojis avec des cœurs là, qui se mettent à sortir. Là. C'est cool, c'est le fun d'entendre. Moi, je veux dire, t'es conscient, là, tu le vois sur les réseaux sociaux, là. Oh, il est cute. Je le vois sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'ai jamais. Je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi, sincèrement. Fait que j'ai jamais. Je me rends compte que. Tu pas des becs dans le miroir le matin, là. Non, mais je me rends compte que. En vieillissant, je me suis mis à avoir du succès un peu plus avec les femmes. C'est les cheveux gris, ça? C'est les cheveux gris? Peut-être, mais aussi peut-être la confiance aussi que j'ai réussi à bâtir, puis derrière laquelle la confiance frontée. Le personnage, là? Ouais. Tu sais, chaque personne qui me connaît plus en profondeur, c'est que je suis pas cette personne exubérante-là. Oui, je suis tatoué, mais tu sais, c'est pas du tout ça, là. Puis ben oui, je suis peut-être chanceux de bien vieillir. Le tatouage, ça fait partie du personnage, de l'armure. Moi, j'avais un petit tatouage là, ici là, que j'aimais pas du tout, que tout le monde m'en parlait tout le temps, puis tu sais, je voyais pas pourquoi tout le monde m'en parlait, puis à un moment donné, j'étais tanné. Fait qu'un ami tatoueur, je dis j'aimerais ça me faire recouvrir ça. OK, parfait. Puis je suis sorti de là, puis j'avais le bras au complet tatoué. J'étais comme j'aime ça, tu sais, pourquoi pas. Fait que là, lui, il était hyper populaire, c'est Yann Black qui s'appelle, que tu as un des très similaire sur le bras. Il était pas disponible. Fait que je me suis inspiré de. Ouais. Yann Black est très en demande. Oui, je sais. Mais moi, la mère de mes enfants et la mère de ses enfants étaient super amis. Fait que lui, il m'appelait « Hey, il y a quelqu'un qui a annulé pour après-demain. Ouais, moi, c'était 2 ans d'attente. Ouais, moi, c'était 2 jours. Ah, c'est ça. Fait que, OK, bon, ben, je vais venir. Puis, tu sais, donc, rapidement, avec Yann,
on a bâti ça, mais j'aime son esthétisme, j'aime plein de choses de lui, puis c'est drôle parce que, tu sais, même ma mère, même ma grande-tante, ma grand-mère, je pense qu'elle les a pas vus, mais tu sais, ma grande-tante, je les aime, tes tatouages, c'est rare que j'aime les tatouages. Il y a beaucoup de monde qui me disent ça. Ils sont pas agressants, tu sais, puis... Oui, non, allez sur son Instagram, vous allez voir, ce qu'il fait, c'est complètement fou. Là. C'est vraiment... Puis il travaille pas avec des patterns comme les autres tatoueurs, c'est-à-dire des modèles, même s'ils ont créé eux-mêmes le truc, l'imprimer, après ça retirer puis tatouer par-dessus. Lui, il travaille directement sur la peau avec les points de ta peau. Il part un trait là, il en interrompt un à cause qu'il y a un petit gain de beauté. C'est assez intéressant, mais il fait mal. Donc, je veux dire, c'est beau ce qu'il fait, mais... Oui, mais je regarde ce que tu as, c'est ça. Moi, j'ai eu un tatou la semaine passée sur le côté de la jambe. Tu as juste une petite ligne droite. J'ai hurlé ma vie. J'étais sur le dilodile pour une ligne. Fait que moi, je te regarde tes tatous. Je fais, écoute, oublie ça. Moi, il faut que tu m'endormes à l'hôpital pour faire ça. La manche, les gens, ils sont assez fascinés par ça. Là. Ben, je sais pas, toi. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir et ils me demandent qu'est-ce que ça représente. Donc là, je sais, c'est comme mon cœur, c'est comme mon âme. Là, c'est non. Oui, c'est intégré, puis dans ce qu'on voit. On a parlé à quelques occasions de ta blonde. Tu sais ce qu'on appelle un power couple? On pourrait dire ça. Ben oui, absolument. Ouais. Valérie Roberts, qui fait 1000 affaires, entre autres chroniqueurs. Oui, vous avez animatrice télé, radio, elle est auteure aussi, elle a fait un livre, elle travaille sur un deuxième. Ça, puis tu peux dire, hey, moi j'ai marié la VJ. Oui, je sais. C'est un statut assez mythique au Québec, ça. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a une gang de jaloux. Là. Ouais. Hey, il a marié la VJ, comment? Oui, c'est beaucoup de jaloux. Ben c'est sûr. Mais moi, je la connaissais pas. C'est pas de ma génération. On a 10 ans de différence. Et puis, la première fois qu'on s'est rencontrés, je la trouvais cute, mais tu sais, je savais pas c'était qui. Puis, finalement, elle savait pas c'était qui non plus. C'est bon, ça. Ouais. Deux personnalités qui se croisent, mais qui... Mais tu sais, personnalité quand même mineure, là. Tu sais, on n'est pas... pas des A. On n'est pas des A, tu sais, puis... mais elle est assez consciente de son statut, puis elle m'en a parlé à plusieurs reprises, comme quoi être avec moi, ça l'a aidé sa carrière. Fait que ça, c'est le fun d'avoir pu au moins aider ma blonde à faire ça, là, tu sais. Peut-être pas qu'elle a eu des contrats à cause de moi, mais ça l'a mis sur dans un autre statut. Ben, vous avez même travaillé ensemble? Ouais. Vous avez fait une série web qui est encore sur YouTube. J'ai été voir hier. C'est encore disponible. Comment c'est de travailler avec sa blonde? On a eu beaucoup de fun à faire ça. C'était vraiment... Au début, on a embarqué comme coproducteur avec Trio Orange. Puis il y avait une réalisatrice, Maud Sabag, hyper talentueuse, qui est embarquée puis qui a fait le premier épisode. Ça s'est super bien passé. Puis là, après ça... Maud a décidé de ne pas embarquer pour plein de raisons. Elle voulait faire d'autres trucs, puis peut-être qu'elle était trop occupée à cette époque-là. Fait qu'elle nous a dit qu'elle allait laisser tomber. Fait qu'on était toujours en mode recherche d'un autre réalisateur, puis on n'en trouvait pas. Puis à un moment donné, ma blonde a dit « je vais faire de la réalisation », puis finalement, tu sais, notre situation a changé, puis là, moi, si tu veux être mon boss, là, il va falloir que tu te lèves de bonne heure en esti, ou il va falloir que tu sois un asti de bon boss. Excuse-moi, mais pour un entrepreneur, on n'est pas engageable. C'est ça le problème. Je suis un leader. Tu me mets dans une cuisine, je suis un rassembleur, puis je suis pas parfait, là, évidemment, mais là... Leader, ça veut pas dire parfait. Non, c'est ça. Puis là, ma blonde, donc, tu sais, au début, on a embarqué les deux égaux, puis là, tout à coup, là, elle se mettait au-dessus de moi, puis là, hey man, ça, c'est comme... Puis j'aurais peut-être accepté si elle avait ce talent-là, puis ma blonde, elle a des tonnes de talent, puis d'être cette leader positive-là, elle ne l'était pas tout à fait. Elle aurait pu le développer, encore une fois, tu sais, mais là, moi, à ce moment-là, j'étais comme, sincèrement, je pense que là, ça clash, puis on ferait mieux de pas aller plus loin. Fait qu'on a fait plusieurs épisodes quand même, puis j'ai l'impression que ça a bien vieilli, on avait plein de beaux invités, l'idée était vraiment extraordinaire, je trouve que c'était vraiment une bonne idée de show. Puis, c'est ça. On l'a fait le temps qu'on a pu le faire. Parce que faire même un épisode sur le web, on a fait des épisodes de 22 minutes en se disant, regarde, c'est tout prêt pour être transféré à la télé. Ouais. Parce que c'est là qu'il y a les sous quand même, c'est pas sur le web. Mm-hmm. Mais sauf que ça nous coûtait le même prix que faire une émission télé sans avoir... fait qu'il fallait toujours qu'on trouve des partenaires. Puis, tu sais, on a bien fait ça. On n'a pas perdu de sous, on en a fait un peu, mais tu sais, ça a été vraiment intéressant de pouvoir débloquer...
encore plus de budget pour amener encore plus loin le truc. Mais là, un autre projet que vous avez bien fait, par exemple, c'est un petit bébé il n'y a pas longtemps. Ah oui, ça, là, on a trouvé chacun notre place. Là, il n'y a pas de problème des rôles. Là. Non, là, elle, c'est ma boss. Là, Ok. c'est complètement assumé. Non, je fais des blagues. La mère, tu sais. Ben oui, quand même. La mère. Là, Quand tu même sais. au sommet de la pyramide, là. Fait que, oui, Val, c'est une mère extraordinaire. Moi, j'avais déjà 2 filles. Ouais. Simone Léonie, qui ont 12 et 9 ans. Puis là, ben, Lucie, ça fait 9 mois qu'elle est avec nous. Puis donc, c'est drôle parce que quand j'étais nouvellement père des 2 jeunes, je travaillais énormément en cuisine encore. Puis donc, j'étais pas ce qu'on peut appeler le plus présent. Puis là, j'étais pas dans cet état d'esprit-là non plus. J'étais toujours, j'ouvrais le resto. Tu sais, j'étais encore en train de bâtir ma carrière. Puis là, en ce moment, j'ai le temps, puis je le prends le temps. Fait que ça, c'est vraiment, ça donne vraiment lieu à des beaux moments, là. Je suis content de pouvoir le faire aussi, là. Fait que là, tu vis dans un monde de filles, là. Je vis dans un monde de filles. Fait que dans ma proximité immédiate, il y a mes 3 filles et Valérie. Il y a également ma soeur puis ma mère. Mon père, il existe, mais tu sais, il est moins présent, il fait ses trucs. Mais ma mère, super proche, qui habite avec ma soeur. Fait que tu sais, ça fait... Ouais, je suis le seul gars. Heureusement, on a un chat, là. On est les 2 mâles de la maison. Est-ce que tu as déjà été voir sur Google ce que les gens cherchent sur toi? Non. Quand tu tapes n'importe quel mot-clé, quand tu t'en vas tout en bas de la page, tu vois les affaires que le monde cherche le plus. J'ai l'impression que je suis capable d'en Vas-y pour deviner. le fun. Âge, Numéro 3. conjointe. Numéro 2. C'est quoi le numéro 1? Wikipédia. Le monde, ils veulent en apprendre sur toi. Ah. Fait que tu devrais faire ta bio, tu devrais mettre de quoi en ligne, Puis du je suis pas contenu. dessus. Ben oui, t'es sur Wikipédia, mais écoute, qu'il y a quelqu'un qui Wikipédia, fait c'est ça? toujours un peu random, là, tu sais, quand... Ah, Fait que- il faudrait bien que j'aille voir ça. ouais. Et il y a du cardiologue qui apparaît au travers. Tu Ah l'as déjà oui. rencontré? Non, mais au début de ma carrière, quand je googlais Martin Junot, c'était toujours lui qui sortait. Ben oui. Puis là, à un moment donné, plus que le temps passait, plus que je voyais qu'il y avait de plus en plus de photos de moi. Puis je me rappelle que de ses amis étaient venus manger au resto, puis ils m'ont dit que maintenant, quand ils se présentent aux gens, les gens disent « Ah, comme le chef! Ah, comme le chef! Ah! » Fait que là, c'est comme si j'avais rattrapé Martin Junot. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, je reçois un texto, tu sais, je suis dans la base de données de Radio-Can, puis « Ah, bonjour, Monsieur Junot, est-ce que vous pourriez venir à tel moment, première chaîne, pour ce segment radio-là, ça serait à telle heure, telle journée. » Je dis « Oh, oui, Bon, je suis c'est disponible, ça va être quoi le sujet? » Pontage coronavirus. Ben oui, c'est ça. Je pense que vous avez mauvais Martin Junot, là. Puis, ben, tu sais, peut-être que je suis allé une couple de fois, puis c'est lui qui a reçu mes cachets, là. Un riz de veau, peut-être, là, mais Ouais. des abats, mais c'est le plus loin qu'on va Ça aller. Là. valait. Tu t'es marié 2 fois? Je me suis marié 2 fois. 2 fois. Une fois avec la mère des filles. C'est elle qui voulait vraiment se marier. Puis, ben, rendu là, on était ensemble déjà. Je voyais pas pourquoi on n'allait pas. Puis, on avait des enfants. Fait qu'on s'est mariés. Ça a duré 6 mois. Fait que ça, c'est cool. Après ça, j'ai rencontré Val. Puis, rapidement, on est allé vivre un délire à Las Vegas. Puis, on est allé se marier. Fait que je me suis marié 3 fois, en fait. Ah, c'est ça Je me l'affaire, suis c'est que marié tu le dis. 2 fois avec Val. Mais fait que, à Vegas, c'est-tu c'est le drunk wedding, là, une fin de party, puis on se ramasse dans une chapelle, puis... Oui, mais on a tout prévu. OK. Fait que, tu sais, on Fait que était la brosse était semi-drunk. Ouais, la brosse était bien prévue. Puis on est allé faire ça, puis c'était vraiment un gros délire qu'on a vécu à du quelle début à la chapelle vous fin. avez été? Chapelle, C'est pas grave, je ça sais en pas, rappelle Las mais- Vegas Chapel, tu sais, évidemment, Parce qu'il y en a s'appelle comme quelques-unes ça, là. à côté de l'autre, Ouais, là. c'est dans le vieux Las Vegas, là. Puis c'est drôle parce qu'il y avait James Bond, j'allais dire James Bond, l'humoriste Philippe Bond, Ouais. puis un autre animateur de radio qui travaillait avec Val à l'époque, puis il disait « On va être à Las Vegas, à peu près dans ce coin-là, tu sais. » Puis là, on est en train de se marier, puis là, ma blonde a reçu ou juste avant, elle a reçu un texto, on est en train de se marier, les autres, ils viennent d'arriver à Las Vegas, tu sais, fait qu'il dit « On s'en vient, c'est où? » tu sais. Arrive, Fait saute que ça a d'un été nos taxe. témoins. Fait que, tu sais, on est là, puis tu sais, il y a Elvis qui chante ses chansons pour nous marier, tu sais, puis... tu sais, donc, trop long, danse. Un tu sais, vrai Elvis de Las c'est Vegas. un vrai Elvis là. bien suintant, là. Ouais. Il était parfait. Il était parfait. Fait que nos témoins, c'était Philippe Bond et puis... un animateur dont j'oublie le nom en ce moment, là, mais bon. C'était super le fun. Nos parents, il y avait un lien en ligne, fait qu'ils pouvaient suivre le tout live de leur maison. Ils étaient comme, regarde, c'était cool, là, mais faites un vrai mariage, on veut être là. Tu sais. Fait que vous étiez en Zoom avant la mode. Exactement. Un mariage en Zoom. Exactement. Tu sais,
On le voyait avec ton profil, t'aimes la perfection, mais dans l'intro de ton livre, tu dis, moi j'ai la pression, je me mets la pression d'atteindre la perfection 354 jours par année. Fait que tu peux failer une journée par année? 354 ou 64? 354. 54? Ouais. Fait que ça fait 11 jours qu'il reste. Ouais, oui, c'est vrai. Ben oui, il reste 11 jours. Mais c'est peut-être 64? Mais c'est C'est peut-être... peut-être 64. Peut-être que je compte mon Non. anniversaire. Non, ça marchait pas. Quand j'ai regardé ça balançait pas sur le nombre de jours de l'année. Fait que j'ai Fait que j'ai écrit... fait, il y a un moment dans l'année où il se permet de... Ah, de ben faire- c'est peut-être juste une erreur. Peut-être une journée, c'est peut-être Noël, Parce que dans le fond. ou tu te permets pas. Parce que ça veut dire que tu te permets pas. Tu fais, non, c'est une erreur, c'est une coquille. Parce que moi, je me permets pas. C'est la perfection hors de terre. Fait que tu vois, en parlant de perfection, il y a une erreur dans... Dernière question. Ça va à peu près 1 heure. T'as hâte de jouer au hockey en crise? J'ai recommencé à jouer au Ah, hockey. t'as commencé à jouer, c'est Ouais. fait. On peut jouer maintenant depuis 1 mois, peut-être 5 semaines. Là. Fait que je suis en train d'essayer de me remettre dedans. Là. Moi, c'est mon seul exercice. Mais t'es pas bon, t'as dit. Ben, je suis pas bon. Je travaille fort. J'ai toujours joué avec des gens qui étaient meilleurs que moi. J'ai commencé à jouer à 27 ans, puis tu sais, j'aimais ça. Puis, ben, tu sais, il y a des joueurs avec qui je jouais qui avaient beaucoup d'expérience, là, tu sais, puis ils ont joué universitaire, ils sont allés jouer en Europe. Puis, si tu veux, on peut te coacher, on va te donner une couple d'astuces. Puis là, en ce moment, je joue, puis ça va bien, là. J'ai du fun, je joue avec des gens de mon calibre. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de plaisir. En ce moment, on est dans une ligue, la Ligue des poches, ça s'appelle. C'est pas moi qui l'ai créé. Donc, évidemment, on comprend que c'est des gens qui n'étaient pas super bons à la base, qui sont tous améliorés ensemble. Puis, c'est des gens qui ont des horaires atypiques, fait qu'on joue le matin. Tu sais, beaucoup de gens de la télé, du cinéma, autant des réalisateurs que des gens des caméramans, là, tu sais. Tout cet univers-là où est-ce que l'horaire est un peu à leur choix, là, tu sais, dans le fond. Fait que on joue avec des gens qui sont vraiment cool, vraiment stimulants, puis tu sais, on a du fun sur la glace, puis j'avais hâte en crise, effectivement, à jouer au hockey, parce que moi, je m'entraîne pas, sinon, je suis pas stimulé par un gym, puis tu sais, je comprends qu'il y en a qui c'est ça qu'ils font, puis ils aiment ça. Moi, ça vient pas me toucher, là. Fait que... Malgré les tatous, t'es pas un douche de gym. Non, mais j'aurais le look, hein, c'est ça qu'on est en train de C'est ça dire. l'affaire. Parfait, je vais travailler là-dessus. T'es-tu un bon boss? Mais, hein. Ouais, j'en ai assez bon boss. Franchement, là, mais en même temps, comme je dis, je suis pas parfait. Quand ça va bien, je suis un Le bon bleu boss. qui remonte. Vous êtes fascinants, les bleus. Il y a Hein? toujours le mais oui, non, mais c'est pas la perfection, la rigueur. Les bleus? Ah oui, c'est bleu ce que t'as fait. Les mots. T'as commencé en rouge, là. Oui, j'étais un assez bon boss. Mais tu sais, je suis pas parfait, là. T'as switché dans ton bleu. OK. Là. Fait que le bleu, il parle en ce moment. Le bleu, il dit que quand ça va bien, je suis vraiment un très bon boss. Mais quand ça va pas bien, Le rouge sort. le rouge sort. Parce que le bleu, il parle. Fait que là, on envoie le CVO, là, on va sur Facebook de Pastaga, votre site web. Ça peut se puis, faire comme ça, très facilement. Oui, je pense que ça va être ça la meilleure façon. Les réseaux sociaux maintenant, tu sais, tout le monde peut. C'est rendu qu'il y a tellement de boîtes vocales. Là, je t'ai écrit là, tu sais, fait que là, tu check Instagram, OK, Facebook. C'est quoi le profil que tu cherches? Qu'est-ce qui fait qu'on va fitter dans ta gang, là? Je veux, sincèrement, Oui. en ce moment, la seule chose que je dis, c'est je veux quelqu'un qui a envie de travailler. Je veux même pas d'expérience. Puis malgré tout, j'en perds 50% quand je dis que je veux quelqu'un qui veut travailler. Fait que tout est dans la volonté. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plus difficile. Puis moi, j'ai toujours travaillé avec des gens qui avaient 22 ans. Fait qu'il y a 10 ans, les gens avaient 22 ans, le renouvellement de l'équipe se fait. Moi, je vieillis, le monde a toujours 22 ans. Fait que moi, je m'adapte. Je suis ouvert à cette génération-là. J'essaie d'être le plus présent possible, le plus compréhensif. On joue avec les horaires, on donne moins d'heures. Mais malgré tout, c'est la volonté de travailler, c'est très difficile à retrouver. Fait que donc, on cherche des gens qui ont 22 ans, qui ont envie de travailler. Vous allez sur les réseaux sociaux. On va avoir On a 24, compris. là. Et si tu reçois 2-3 CV après ce balado, tu auras envie de dire haut et fort le nom du balado, Martin. La vie est belle. Merci. L'épisode d'aujourd'hui était une présentation du VPN Surfshark. Pour le code promo, le lien est dans la description de ce balado. Vous avez écouté La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.